Bonjour Anthony, Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté mon invitation dans Hors du ring. avec grand plaisir. Est-ce que tu peux me parler un peu de toi, te présenter avec tes mots, Ouais, euh, qui tu es aujourd'hui, etc. OK. Donc moi je m'appelle Anthony Carrera. Je suis, professeur, et combattant de jiu-jitsu brésilien, professeur depuis, 4 ans maintenant et combattant de jiu-jitsu brésilien depuis, plus de 10 ans. J'ai 42 ans. J'ai commencé les sports de combat à 18 ans par les sports de percussion, la boxe thaïlandaise et la boxe anglaise. Et j'ai une longue période où j'ai arrêté, j'ai fait des sports collectifs et à 30 ans passés, j'ai décidé de reprendre les sports de combat, notamment la compétition, et Et je me donc suis du coup, dirigé vers le jiu-jitsu brésilien. d'accord, et t'as un joli palmarès. Et j'ai un palmarès conséquent, on va dire. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, alors j'ai été plusieurs fois champion de France dans différentes couleurs de ceinture, parce que le brésilien, pour ceux qui connaissent pas, il y a, on commence à la ceinture blanche, ensuite bleue, violette, marron et noire. Moi, je suis ceinture noire depuis 2 ans et demi, et du coup, j'ai été champion de France en ceinture blanche, en ceinture marron, en ceinture noire. J'ai été aussi champion d'Europe master en ceinture marron. Et voilà, d'autres petites médailles, on va dire, de deuxième, troisième sur des Open un peu partout. J'ai aussi été troisième en Europe dans ceinture violette, il me semble. Voilà. Donc un petit peu d'expérience dans la compétition et puis des beaux résultats quand même pour ma part. D'accord. Quand tu regardes ton parcours, qu'est-ce qui te surprend le plus toi-même? Je me pose pas trop ce genre de questions. Je m'étais fixé des objectifs quand j'ai commencé la première année. Je voulais être champion de France. J'ai eu la chance de réussir à faire ça la deuxième année. Donc forcément derrière, je te dis ok, c'est cool. Maintenant, je veux progresser techniquement et puis un jour, je veux être champion d'Europe. Et puis tu travailles, tu travailles, tu travailles et puis un jour, tu y arrives. Et là, dans un coin de ma tête, je me dis ok, maintenant, comme j'ai été champion d'Europe en ceinture marron, je me dis bah en ceinture noire, ça serait cool de l'être. Donc je travaille pour ça et je me dis parce que j'aime bien voir à long terme, bah, que si jamais un jour je suis champion d'Europe, et ben je viserai champion du monde. Voilà. Mais D'accord. en fait, je pense que c'est très important et on en parlera par la suite, mais les barrières mentales sont les pires qu'on peut s'infliger en tant que sportif. Et en Mhm. fait, moi, je me mets aucune barrière. Tu sais, on entend souvent dire, ouais, c'est quoi le plus dur? Mais en fait, le plus dur, c'est de faire croire que c'est dur. Si tu te donnes les moyens, il n'y a rien qui est dur. Quand tu dis que tu te mets plus de barrières, comment tu as fonctionné justement mentalement par rapport à ça? Qu'est-ce qu'il y a eu un déclencheur, peut-être? Il y a eu un déclencheur dans ma vie personnelle bien avant les sports, enfin, avant le jiu-jitsu brésilien, qui a fait que je me suis dit, bah, tant qu'en fait t'essayes, tu peux être que fier de toi. Donc, enfin, aujourd'hui, on voit des exemples de gens avec la résilience qui se disent, ok, bah non, en fait, il faut se donner les moyens, il faut travailler. Il y a rien n'est acquis, rien n'est facile pour personne, même les gens qui sont doués naturellement. Et il y a que le travail qui paye. Donc en fait, si tu travailles, tu peux arriver à ce que tu veux. Moi, j'ai très vite pris conscience de ça et du coup, je pense que ça m'a aidé, ça m'a aidé en fait à pas me mettre de barrière, tout simplement. On en parlera tout à l'heure. J'aimerais, qu'on commence par prendre conscience vraiment de ton parcours. Ouais, Tu as commencé, tu me disais, que tu as commencé par les sports, de percussion, ouais, puis le hand jusqu'en national 3. ouais. Qu'est-ce que tu allais chercher dans ces sports au début? Alors au début, bah, on va recontextualiser un petit peu. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. Je suis un petit caucasien d'1,70 m qui a grandi dans un quartier du 93. Il a toujours fallu, faire preuve de caractère et pas se laisser faire. Hem, Très, très jeune, moi, j'ai été, fan de Rocky. Voilà, c'est ma génération un petit peu, et je voulais faire de la boxe. Ma mère n'a jamais voulu. Elle m'a dit: «Non, tu vas te faire casser le nez, je veux pas, c'est la bagarre» et cetera. Mon père rigolait du coin de l'œil, il laissait, ma mère gérer ça et du coup, bah, je me suis dit: «Tant pis, je fais autre chose» et arrivé à 18 ans, je me suis dit: «C'est bon, maintenant je suis grand, je fais ce que j'ai envie» et ben, je suis allé faire de la boxe et comme, bah,
la période Rocky était passée et qu'on était un peu plus dans le striking pied-point, et ben je me suis dit ah moi j'aime bien la boxe thaïlandaise, je vais C'était Van tester Damme? ça. Et c'était ouais, il y a eu la période Van Damme aussi, mais non, non, c'était, même, il y a eu après ça, il y a eu, Ong-Bak, il y a eu, le film avec, Dida, voilà, il y a eu plein de Oui, trucs c'est comme vrai. ça, Ramon Decker et tout ça, tu vois? Plein de mecs des années 90 quoi, qui te mettent des étoiles dans les yeux et je me dis: «Ah, je veux voir ce que c'est ça» et du coup, bah, j'ai commencé vraiment à trouver ça intéressant et boum, 18 ans, je suis allé, pousser la porte d'un club et c'est comme ça que j'y suis venu. Et même à l'époque, je me rappelle, j'avais déjà un ami qui faisait un petit peu de sol, qui faisait du grappling notamment, qui me disait, comme moi j'ai fait un peu de gym, un peu de breakdance, j'avais déjà des formes de corps un peu particulières et il me disait: «Ouais, c'est bien maintenant tu boxes bien, mais laisse tomber, la vérité c'est le sol et tout». Moi je dis: «Mais non, jamais de la vie, moi je veux mettre des parpaings, je veux mettre des kicks», voilà, j'ai été buté à cette époque-là et je pense que j'avais aussi quelque chose à me prouver à moi-même parce que, bah, quand tu fais des bagarres, tu te bats pas vraiment en vérité et je voulais être capable de me dire, «Je sais me battre». Je sais me battre et si je veux, bah, je peux coller précisément une droite à quelqu'un et lui faire mal. Et parce que je suis pas lourd non plus, je suis quelqu'un qui fait dans les 70 kilos pour 1,70 m, tu vois? Et c'est vrai que tu te dis, bah, aujourd'hui, même avec ce poids-là, si tu tapes fort quelqu'un de 90 kilos, tu peux lui faire très Mmh mal. mh. Mais par la suite, je me suis rendu compte que l'appréhension, c'est encore pire. C'est sûr, c'est ce qu'on se raconte dans la tête. C'est ça, exactement. Et du coup, tu as été attiré par le JJB à quel moment? Tu l'as découvert à La vie, c'est bien fait parce que c'est vrai. Une succession de choses qui font qu'au départ, moi, j'ai jamais aimé le kimono. Depuis tout petit, c'est quelque chose qui m'attirait pas du tout. Et en fait, bah, quand j'ai déménagé, parce que maintenant je suis sur la région toulousaine, quand j'ai déménagé sur la région, je voulais reprendre, comme j'ai dit, un sport de préhension, un sport de combat, mais je voulais faire du grappling. Et, en fait, sur Toulouse, à l'époque, il y en avait pas. J'ai commencé en 2014, il y en avait pas. Et j'avais un collègue de travail qui me disait, ouais, écoute, il y a un club qui s'appelle Arania à Toulouse, ils font du JJB et ils font un petit peu de grappling de temps en temps. Je me suis dit, bon, autant commencer quelque part, je vais aller voir. Je suis allé voir, j'ai vu l'ambiance, ça m'a plu. Je me suis dit: «Bon, je fais 1 an de kimono, je vois si ça me plaît et puis si ça me plaît pas, j'arrête. Je fais 1 an et puis on verra». Je vais voir, on me dit: «Ouais, viens faire un cours d'essai, pas besoin de kimono pour un cours d'essai». Moi, j'étais déjà prêt dans ma tête à faire une année, donc j'achète mon kimono, je vais au cours d'essai avec le kimono et je dis: «OK, je signe pour 1 an» et en fait, au bout de 6 mois, j'étais mordu. J'étais mordu et je voulais plus m'arrêter, quoi. Je me disais: «Mais c'est trop bien» tu avais quel et âge à l'époque? c'était en 2014, j'avais 31 ans. Ouais et en fait, depuis aujourd'hui, bah, j'ai des élèves, j'ai des gens qui viennent quand je fais des remplacements sur des cours de grappling ou tout, qui me disent: «Ouais, le kimono, j'aime pas trop». Je les laisse. Je dis: «Ouais, t'inquiète, tu y viendras. Si t'aimes le sol, tu y viendras, c'est sûr et certain». Donc maintenant, en fait, je respecte ça, je respecte les gens qui me disent: «Ouais, le kimono, ouais, je comprends, j'aime pas, je comprends pas et tout». Pas de problème, je comprends. Et tu fais des compétitions du coup en kimono? Aussi, de grappling, ouais. Je m'y suis mis sur le tard, parce que vraiment, en fait, j'ai trop aimé le kimono et je faisais un peu de sans kimono, donc on appelle ça du nogi ou du grappling. Donc je faisais un peu de nogi aussi comme ça, mais que de l'entraînement et si je dis pas de bêtises, quand j'ai eu ma ceinture marron en 2023, je me suis dit: «Bon, maintenant tu es ceinture marron, bah, on va tester les compétitions de grappling» et donc j'ai fait ma première compétition, je crois que si je dis pas de bêtises, bah, c'était les championnats de France. Et j'ai fini deuxième Ouais, c'est des ça. ceintures noires. Comment t'expliques qu'en 2 ans, en fait, en 2 ans parce que tu Mmh. avais commencé, très récemment, qu'en 2 ans, tu sois déjà champion de France? Vice-champion de France, attention. Vice-champion, Je ouais, m'attribue pas c'est un bien, titre qui n'est pas à moi. Mais, pardon. ce qu'il faut dire, c'est que, je m'entraînais quand même en nogi, en grappling, déjà depuis, la ceinture bleue. Mais je voulais pas faire de compétition parce que en fait, je me concentrais vraiment sur le kimono. Parce que pour moi et cet été d'ailleurs, j'ai eu, avec le cofondateur de Arania, Yann Cabral, qui a été champion du monde, lui, en ceinture noire adulte, on parlait de ça aussi, parce que lui aussi donne des cours de nogi et tout ça, mais il disait: «Le nogi, c'est pour les gens qui aiment pas la technique fine». Donc c'est Mmh. marrant, tu vois? Moi, j'étais vraiment dans cette optique-là où, le summum de la technique, à mon sens, c'est le kimono parce qu'en fait, ça t'apporte une technicité supplémentaire. Le grappling, Mmh. ça glisse. Si tu es fort, tu peux avoir beaucoup d'avantages. Alors que le kimono, quand on te tient le kimono, tu peux pas fuir, tu peux pas bouger, faut vraiment des leviers techniques pour s'en sortir.
Donc moi, j'ai commencé il y a 2 ans, il y a le no-gi en compétition, mais j'en faisais déjà, je m'entraînais déjà depuis longtemps, dans cette discipline. D'accord. Donc vice-champion la 1re année, c'était quand même pas mal. On s'est parlé un petit peu avant de commencer cet Ouais, entretien. On va revenir sur ce que tu m'as dit tout à l'heure, sur l'épreuve, que tu as eue, en 2010. ouais, Tu as eu un cancer et puis un contexte, familial, déjà marqué, par la maladie. ouais. Qu'est-ce que ça a déclenché, en fait, chez toi, cette annonce et ce contexte familial? Alors, donc pour recentrer le truc, moi j'ai perdu mon père en 2008 d'un cancer. Mmh. Ma mère avait déjà eu un cancer en 2006, si je dis pas de bêtises. Donc je savais que j'étais dans une famille à risque et cetera et lors d'un entraînement de handball, je me prends une balle dans les parties intimes et j'ai comme une douleur, qui persiste et à la palpation sous la douche, je vois que j'ai une grosseur. Donc je décide de consulter, je vais voir mon généraliste, il m'ausculte, il me dit: «Oh, c'est bizarre, va voir un spécialiste», donc il m'envoie voir un urologue. Hem, le temps que je prenne le rendez-vous avec l'urologue, lui me fait faire, des prises de sang. Donc à l'époque, moi je connaissais pas, je fais des prises de sang, c'est-à-dire que c'était les marqueurs en fait, pour voir s'il y Mmh. avait, une problématique et donc je vais voir l'urologue, il m'ausculte, il regarde les marqueurs, il me dit: «Écoutez, donc là, vous avez, le cancer, le cancer des jeunes hommes, qui est un cancer testiculaire. Aujourd'hui, bah, par exemple, le mouvement Movember, il y en a plein qui le font, qui savent pas pourquoi, mais c'est pour dénoncer ce cancer-là, qui est, un peu l'équivalent du cancer du sein chez la femme. Et du coup, il me dit: «Bon, bah, voilà, vous avez une tumeur». Quant à, j'avais 28 ans à peu près à l'époque, non un petit peu, attends, 27 ans. Donc à l'époque, tu es dans le bureau d'un docteur qui te dit: «Tu as une tumeur». Le mot, il est tellement fort que tu prends un Mmh. coup de pelle dans la tête quand tu entends ça. Tu te dis: «Quoi?» En fait, tu entends: «Je meurs». Tu es en train de Mmh. mourir, mais donc c'est vachement choquant et puis, là, bah, moi, il y a tout qui résonne en moi, le fait que, ma mère ait déjà été malade, que moi j'ai déjà perdu mon père et tout et les premiers jours, tu te dis, en fait, tu es au fond du seau, quoi. Tu es au fond du seau, tu te dis: «Putain, merde, je vais crever, ça y est, bah, ouais, j'ai vécu même pas 30 ans», et je venais de déclarer, enfin, de faire ma demande en mariage, à ma femme à cette époque-là. Heu, donc tu te dis: «Non, c'est pas possible, en fait, je peux pas, je vais me battre». Et plus tu te renseignes et plus tu te rends compte qu'en fait, bon, c'est ce genre de maladie, hem, déjà le fait de pas l'accepter et de la combattre, bah, c'est déjà un gros travail. Et c'est à partir de là où, moi j'ai commencé vachement à me renseigner sur, les facultés mentales qu'on a, tu vois? Sur le fait de faire preuve de combativité à tout moment. Et donc je me suis dit: «OK, bah, cette maladie, je vais la combattre». Je vais revoir, cet urologue qui, à la base, m'avait dit: «On va faire une chirurgie exploratrice». Donc 15 jours après, on se revoit. On arrive juste avant de rentrer dans le bloc et il me dit: «Bon, bah, après réflexion, on va faire une ablation, on va pas faire une chirurgie, exploratrice». Donc là, le 2e coup de pelle qui te dit: «Attends, il va m'enlever une partie de mon corps qui est pas anodine, qui est un testicule». D'accord? Chez l'homme, c'est vraiment le truc viril, tu vois? Tu te dis: «Merde, mais» et là, il me pose une Comme et les comme singes le chez les sein chez femmes. les femmes, voilà, vraiment, c'est la féminité, quoi. Et là, le comble, c'est qu'il me dit, «Vous voulez qu'on vous mette une prothèse à la place?» Et là, attends 2 secondes. «Professeur, tu viens de me dire, tu vas m'enlever une partie de mon corps et tu veux me mettre un truc à la place. Heu, c'est un peu, beaucoup à digérer d'un coup, là». Je lui dis: «Non, laisse tomber, tu mets rien du tout. Enlève-moi ce qui va pas et on continue comme ça». Il m'a dit: «Bon, de toute façon, on pourra revenir dessus si jamais ça te dérange et tout». Je dis: «Non, non, ça me dérangera pas, ça fera du poids en moins, t'inquiète pas». Et donc voilà, j'ai subi cette ablation. Derrière, j'ai fait de la chimiothérapie, et cetera. Il faut savoir que pendant la chimiothérapie, j'ai, attrapé une grosse infection pulmonaire. Qu'est-ce que ce cancer t'a appris? Hem, il m'a appris tellement de choses, en fait. Il m'a appris, sur moi-même, sur la capacité de résilience, de jamais abandonner, de toujours aller de l'avant, quoi qu'il arrive. J'étais malade, j'avais, j'avais perdu mes cheveux. Je me mariais au mois de mai. On était au mois de décembre. Heu, les discussions, tu sais, complètement folles que tu peux avoir parce que tu es en train de préparer ton mariage, de dire,
«Putain, ça le fait pas trop les photos de mariage, la boule à 0, j'espère que ça aura repoussé les cheveux, je peux sûrement faire une petite coupe», tu vois? Continuer à se projeter. Continuer malgré la maladie à se dire: «OK, non, mais c'est pas fini». Et puis après, il y a d'autres questions qui rentrent en compte parce qu'on t'a enlevé le testicule. Est-ce que tu vas pouvoir avoir des enfants? Est-ce que tu Mmh. vois? Tout ça. Tout ça et le fait de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Il y a une phrase d'un rappeur, que je répète souvent: «Ce qui te tue pas, ça te rend plus fort. Fort, oui. Ça te rend plus fort quoi qu'il arrive». Donc moi En fait, aujourd'hui, je me bats constamment. ce que j'ai trouvé intéressant, quand on a commencé à parler de ça, c'est que tu m'as dit, en fait, hem, on peut pas se battre contre tout et il faut d'abord accepter ce qu'on vient d'entendre et après on peut se battre C'est et ça. c'est vrai que, j'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des cancers, heu, dans mon ancienne vie, quand j'étais thérapeute et il y a beaucoup de gens qui souvent les cancers, en fait, c'est comme une, tu me dis ce que tu en penses, hein. Hem, c'est comme s'il y avait quelque chose à transformer derrière, C'est vrai. pour pouvoir s'aligner sur une autre façon parfois de penser, une autre façon d'agir, une autre, façon de vivre, les choses et ceux qui restent, toujours dans la même vision, c'est toujours beaucoup plus compliqué pour eux. Non, mais bien sûr. Après, j'en suis persuadé. Toutes les épreuves de la vie, elles n'arrivent pas pour rien, à mon sens. Je suis pas spécialement croyant, mais j'aime l'idée, philosophique que, rien n'arrive par hasard et que, ça nous aide à avancer. Ça t'aide à prendre en maturité, ça t'aide à prendre, conscience, voilà, que, tu es qu'un grain de sable dans l'univers. Ou tu vois, à ta petite échelle, moi je pense être personne de particulier. Même si, hem, aujourd'hui j'ai des élèves qui me disent: «Ah merci» constamment. Mais non, c'est moi qui vous remercie en fait. Vous me permettez de contribuer à vous aider à quelque chose dans votre vie. Et tout ça, ben, c'est peut-être dû à cette maladie qui a fait que derrière, ben, je prends en maturité, je prends en humilité, et je me rappelle que je suis qu'un homme parmi les autres, quoi. Personne n'est au-dessus de tout ça et ça te permet, vraiment, ouais, de changer d'état d'esprit, de pas te battre, Et contre du coup, qu'est-ce que tu as fait pour, «t'améliorer» entre guillemets? et ben, déjà, j'ai essayé d'être plus conciliant avec moi-même, à m'accepter et et heu et comment dire? Accepter, tu sais, on dit souvent, dans chaque homme, il y a une part de féminité, Bien sûr. tu vois? Et moi, en fait, j'ai accepté que j'étais pas parfait, que j'avais des faiblesses, j'avais des failles et que, ça faisait partie de moi et qu'il fallait pas les combattre ces failles, au contraire, fallait les accepter et avancer. Tu vois? Je t'en avais parlé la dernière fois, mais, par exemple, quand, je gagne, en 2016 mes, 1ers championnats de France, je gagne, je m'éloigne des tatamis et j'ai encore de l'émotion qui monte dans le dos là. Je fonds en larmes. Je fonds en larmes. Je me dis: «Waouh, j'ai réussi». Et c'est pas extraordinaire, ce que j'ai fait, championnat de France, enfin voilà, ceinture blanche, master, c'est pas fou, mais à ma petite échelle, c'était incroyable de dire: «Waouh, tu as réussi ça». J'ai un de mes collègues qui était là à ce moment-là et qui me dit: «Mais pourquoi tu pleures? Tu es fou, tu as gagné». Je dis: «Ouais, mais c'est des larmes Tu ému. de joie, de et puis de tout en fait». Tu as un flashback quand il t'arrive quelque chose de fort comme ça qui est incroyable et voilà, en fait, il faut lâcher. Faut lâcher le trop plein d'émotions, c'est important. Bien sûr. Est-ce qu'on pourrait dire que le petit garçon du 93 a accepté sa vulnérabilité à ce moment-là? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce que justement, dans le 93, fallait pas pleurer, hein. Tu étais traité de chochotte, hein, si tu pleurais et heu et tu te cachais pour pleurer. Tu pouvais pas pleurer devant les gens. Aujourd'hui, moi, je pleure, je m'en fiche, tu vois? Quand on m'a remis ma ceinture noire en 2023, il y avait une salle remplie, il y avait une cinquantaine de personnes, j'ai fondu en larmes et si je devais le refaire, je le referais. J'en ai absolument pas honte. Je suis Il y a pas de sensible honte à avoir et et ouais, c'est justement, mais c'est accepter ses c'est émotions, ça, exactement, je suis c'est quelqu'un se de sensible. libérer, c'est de ce qui pourrait nous incomber, en fait. Tout à fait, tout à fait et je pense que ça, il y a encore beaucoup de garçons ou d'hommes qui l'acceptent pas. Mais c'est hyper important, c'est libérateur et ça aide à s'accepter et à avancer, à mon sens.
Oui et puis accepter ses émotions, en aucun cas c'est une Mmh, faiblesse, en fait. ouais. Ouais, mais c'est encore On trop a mal tous vu, hein. des failles, on a tous des failles, on est tous ombre et lumière aussi et donc accepter ses failles, c'est pouvoir, comme dans un combat, et Mmh, une défaite, en fait, aller vers ses axes d'amélioration. Accepter ses exactement. failles, c'est se connaître aussi. Se dire là: «Ah, je sais que je suis un peu tendue là-dessus, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour l'être un peu moins ou pour le mieux le supporter?» Et je trouve que c'est très beau ce que tu dis et d'autant plus parce que tu es un homme et c'est rare de l'entendre, donc je te remercie. Je te remercie de nous partager ça parce que c'est vraiment important, je trouve, heu, d'autant plus dans les sports de combat où il y a un côté Très heu, macho. très macho, voilà. Ouais. Merci de le dire à ma place. Ah non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et tu le vois, enfin, oui, tu rentres dans un vestiaire, d'un sport de pied-point avant, c'est un bloc de testo et tout ça, et on essaye, c'est normal, il faut de l'agressivité. Il faut de l'agressivité dans un combat, il faut pas se laisser dominer et cetera. Mais derrière, il faut aussi relativiser et dédouaner que, bah, on peut perdre. De toute façon, il y aura un gagnant et un perdant. D'accord? Si tu perds, c'est pas grave. OK? Tu trop d'émotions, tu as eu trop de surcharge. Des fois, la préparation, les gens, ils s'en rendent pas compte, mais la préparation, elle est des fois plus dure que le combat. Et des fois, bah, à la fin du combat, si t'as pas eu le résultat parce que ta préparation, elle a été excessivement difficile et tu perds en plus de ça, mais si t'es pas fort mentalement derrière, tu peux vraiment, heu, péter les plombs et du coup, bah, le fait Ça de demande relâcher tellement les de émotions sacrifices. et ouais, c'est ça, Voilà, d'être combattant, c'est quand on fait de la compétition, c'est énormément les gens critiquent souvent comme ça en disant: «Ah, il s'est foiré» et cetera, mais ils se rendent même pas compte des sacrifices c'est ça. que les combattants, font au quotidien. Parfois, ils voient pas leur famille, parce que, voilà, ils sont obligés d'avoir une espèce de diète, pour sécher et cetera. C'est terrible, la Ouais, nourriture, c'est terrible, hein. c'est clair, c'est clair. Ça, Mais moi, je suis très admirative. la plupart des combattants ont des TCA de toute façon, hein. Ouais, les gens ne se rendent pas compte, en fait, de tous les sacrifices qu'un combattant, met en place, pour arriver au top. Parce qu'on peut parler des pros, mais on peut aussi parler des amateurs. Bien sûr, Parce que, moi, le nombre d'amateurs ils ont une discipline de fer, ils font des sacrifices de ouf. Les gens pensent que quand on est un amateur, c'est facile, alors que pas du tout. c'est pareil, Si on veut aller en pro, il va falloir être ultra discipliné et faire c'est énormément ça. de sacrifices. Mais on dit de plus en plus, des combattants amateurs qui se professionnalisent. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est vrai parce que, bah, par exemple, prenons l'exemple du MMA. Dans le MMA aujourd'hui, même en amateur, il y en a qui font des petits cuttings, il y en a qui font des diètes, hyper carrées, qui prennent C'est ça. des gens pour les accompagner et cetera et parce que derrière, ils ont des objectifs. Ils veulent, se professionnaliser et ils savent qu'en fait, bah, si dès à présent, ils commencent à être bien entourés et prendre l'habitude de faire les efforts nécessaires, bah, ils performeront forcément. Mmh. Mais dans d'autres sports, comme par exemple le jiu-jitsu brésilien, où c'est pareil, tu as des catégories de poids, tenir une diète, il y a pas d'argent, c'est très compliqué, et cetera. Mais c'est pareil, les gens, ils se rendent pas forcément compte. Les gens qui ont jamais fait de compétition, ils se rendent pas Mmh. forcément compte de ça. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on n'en parle pas assez. Et tu t'es bien placé pour le savoir, mais la préparation mentale, elle commence vraiment à être de plus en plus importante parce que Mmh. les gens peuvent péter les plombs à tout moment. Et puis il y a aussi l'entourage, hein, la pression médiatique, je pense, pour le MMA maintenant qui est vraiment mis en lumière, heu voilà. Il y a une pression médiatique qui est énorme, mais même en Mmh. boxe anglaise, hein, Ouais, ouais, c'est voilà, suivant les organisations, faut quand même assurer, affronter le regard de l'autre, affronter les critiques, hein, des gens qui sont sur leur canapé. c'est ça. Ou derrière leur écran, parce qu'avec les réseaux sociaux, en plus, c'est incroyable. Tu peux te prendre un C'est déferlement de ça, haine sur les réseaux c'est ça. qui n'a aucun sens en fait. C'est des gens qui sont jamais rentrés dans une salle de sport et qui se permettent de juger, de critiquer, alors qu'ils se rendent même pas compte des efforts que De ça tout demande. voilà, Bien sûr. de tout ce qu'il y a derrière, c'est complètement dingue. Hem, Tu parlais de la préparation mentale tout à l'heure, comme quoi c'était hyper important. Est-ce Ouais. que toi, tu as eu affaire justement à un préparateur mental ou Alors, pas? pas spécialement.
mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi, quand j'ai eu, mon cancer, j'ai commencé à c'était en 2010, donc j'ai commencé à me renseigner sur ça. Hem, il s'avère que, pas longtemps après ça, j'étais dans une entreprise, j'étais pas encore, dans les sports de combat et on m'avait fait faire une formation pour, mieux apprendre à se connaître et c'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que, voilà, j'étais, hypersensible et que, bah, il fallait que j'accepte mes émotions. Par la suite, je me suis rendu compte vraiment, bah, par rapport à la maladie que, le mental m'avait aidé et cetera et du coup, j'ai commencé à me renseigner. Je me suis, auto-programmé, personnellement. J'ai mes petits rituels avant le combat, par exemple, qui m'aident, et j'en ai testé plusieurs en plus, tu vois? Je me suis servi, moi-même de cobaye, pour essayer, vraiment de trouver mes ancrages, de trouver mes rituels qui fonctionnaient pour moi et cetera et puis ça a marché plus ou moins parce que, c'est vrai qu'il y a pas longtemps là, il y a quelques jours, j'en parlais avec un collègue qui disait: «Mais c'est marrant parce qu'en fait toi, de toute façon, à chaque fois que tu vas en compétition, tu ramènes une médaille». À savoir qu'en JJB, bah, voilà, médaille, pour le troisième, le deuxième et le premier. Donc c'est vrai que, de manière générale, assez récurrente, moi j'arrive à performer. Donc est-ce que c'est ce travail-là, qui m'y a aidé? Probablement, mais en fait, je peux pas en être sûr à 100 parce que j'avais déjà commencé ce travail avant de commencer, le JJB, Est-ce que tu tu te vois? détaches de l'enjeu? Complètement, complètement, tu vois? Il y a une fois où vraiment, j'étais vraiment hyper crispé, par l'enjeu et bah, déjà j'ai pas réussi à faire, mon jeu à moi, j'ai pas réussi à imposer mon style et j'ai perdu et quand je suis sorti de là, bah, encore une fois, j'ai fondu en larmes et pourquoi? Mais et après je me suis repris au bout de 5 minutes, je me dis: «Pourquoi tu t'es mis autant de pression? En fait, il y a rien du tout, pourquoi?» et donc ça a duré 5 minutes. 5 Parfois minutes et la pression, elle vient pas, forcément de la personne qui va combattre, mais elle vient parfois de l'entourage. c'est ce que j'allais te dire. Et cette fois-là, je me rappelle très bien qu'il y a un de mes collègues de tatami qui m'avait dit: «Ah, tu vas voir dans ta catégorie, il y a un gars, c'est un tueur, nani, nana». Et moi, je regarde jamais mes combattants avant. Je m'en fous complètement. Parce qu'en fait, pour moi, ça change pas. Et c'est mon sensei, il me l'a dit il y a pas très longtemps, il m'a dit: «De toute façon, toi, en fait, ta grande force, c'est de faire en sorte de dédramatiser, de te dire: t'es un humain, lui, c'est un humain, t'es capable de battre n'importe qui». Et du coup, en fait, c'est vrai que moi, j'ai ce détachement-là et la seule fois où vraiment je me suis laissé prendre par l'enjeu, c'est quand on m'a bourré le mou et tu vois? Et j'ai pas réussi à me dire: «Non, mais en fait, je m'en fous, peu importe, je vais faire ce que je sais faire». Et Donc la peur de décevoir aussi qui joue un ouais, rôle, aussi, bien sûr, hyper bien sûr. important. Après moi, ça, je sais que, ça, je m'en détache parce que, les seules 2 personnes vraiment que je veux pas décevoir, ce sont mes enfants Mmh. et donc j'ai un fils qui a 11 ans, j'ai une fille qui a 14 ans. Et ma fille, il y a pas longtemps, et mon fils aussi me l'a dit, peu importe en fait que tu gagnes ou que tu perds, nous on sait que tu donnes le meilleur de toi-même. Quand on t'a dit ça, tu dis: Bah, oui, c'est bon, tu j'ai tu j'ai tu es le gagné, peu 1er importe». partout derrière. Bah oui, c'est ça, c'est peu importe ce qui arrive, c'est ça. Tu es le 1er pour tes enfants déjà Exactement. et puis après, bon, bah, voilà, Moi tu y vas tranquille, quoi. exactement. Moi pour mon fils, je suis le plus fort de l'univers, je suis Son Goku. C'est pas mal ça. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on n'en parle pas assez, c'est hyper important. Moi, il y a plein de gens qui s'en rendent compte qu'ils ont des problèmes, en compétition parce qu'à l'entraînement, c'est des tueurs et en compétition, ils perdent leurs moyens et ils disent: «Ouais, je devrais voir quel», mais moi, je leur conseille, hein: «Oui, oui, vois quelqu'un si tu veux même. Moi, je peux essayer de t'aider, on peut essayer d'en discuter, voir qu'est-ce qui marche». Souvent, il y a quelque chose de plus profond derrière, hein. C'est Exactement. souvent ça peut être un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. C'est Les aussi croyances, des épreuves qu'on a vécues qui peuvent ressurgir à ce moment-là. bien sûr. Il y a Les tellement valeurs, les de croyances, il y a plein de exactement, choses à fouiller avant, hein. ouais, ouais, voilà. Bah, de toute façon, moi, je le dis souvent, mais je crois qu'on vient pas à la boxe ou au sport de combat par hasard. On peut y aller pour se défendre, mais on y va aussi pour avoir confiance en soi et pour se prouver des choses à soi. Bien sûr, Et puis après, il y a la vie, les histoires de vie qui se mélangent avec tout ça et qu'il faut gérer, quand, la pression justement, augmente, au max quoi, en fait. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est
C'est important. En fait, les, la préparation mentale, les gens le voient comme un truc que pour les sportifs de haut niveau, alors que pas du tout, en fait. Et c'est aussi utile dans sa vie privée, dans sa vie quotidienne, parce que si on arrive justement à être ultra détaché le jour du combat, ben, on est vachement plus focus sur la technique, déjà. Et dans sa vie privée, bah, c'est tranquille aussi, hein. Les choses s'apaisent, hein. Ouais, c'est sûr, mais en plus même, tu vois, j'irais même au-delà de ça. Aujourd'hui, on prend l'exemple d'un cadre, j'ai une grande Mmh, entreprise. mmh. Pourquoi il y a de plus en plus de burn-out? Parce que les gens se mettent une pression folle. Aujourd'hui, tu es cadre, tu te dis: «OK, je sens que j'ai trop de pression», tu vas avoir un préparateur mental qui va te permettre de détacher de tout ça, de relativiser les choses et cetera. Tu vas être plus détendu, donc forcément tu vas être plus productif et cetera. Tu vois? C'est, Et la aujourd'hui, pression est la même, c'est le ouais, c'est résultat, en ça, fait. Que tu exactement, sois un la chef pression du d'entreprise résultat. ou que tu sois un combattant, c'est la pression du résultat et c'est ta carrière que tu es en train de jouer, en fait. Donc c'est pour ça que la préparation mentale, elle est aussi bien pour les sportifs que, comme tu dis, les chefs d'entreprise. Exactement. Elle te sert dans ta vie aussi de tous les jours et c'est ça qui est, vraiment génial. Mais c'est un peu comme les psys, tu vois? Il y a 10 ans en arrière encore, on disait: «Ah le psy, c'est pour les fous». Mais non, c'est pas pour les fous. C'est quelqu'un qui est détaché de ton histoire, Mmh, qui va te permettre moi, je suis allé voir mmh, des psys plusieurs fois, ça va te permettre de prendre du recul parce que mmh. la personne, elle est vraiment neutre. Elle va prendre du recul, elle va t'expliquer peut-être que tu vois pas les choses de la bonne façon. Peut-être que ton angle, n'est pas le bon. Peut-être que tu dramatises trop les choses et cetera. Mais, ça commence à avancer, mais on est encore loin du compte, hein. On commence à mettre en avant la santé mentale, mais c'est vrai que On a du retard. il y a vachement bah, ouais, on a en France, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est acquis Bien sûr. depuis très longtemps. Aller voir son psy, c'est comme aller, manger une pizza, le week-end, en Oui, fait. c'est ça. Mais c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup plus tardif, Mmh. quoi. Et ouais, ouais. C'est, Bah, comme quoi c'est la peut-être la peur de se remettre en question, va savoir. ouais, peut-être, je sais pas, mais enfin, je trouve ça bête parce qu'au final, ça aide tellement Ah, de, bien sûr. d'être accompagné par quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui comprend aussi les rouages du cerveau parce que, enfin, c'est une science, hein. Aujourd'hui, les neurosciences, on en parle de plus en plus, mais c'est hyper important et il y a trop de gens qui se laissent aller. Et le mal du siècle, c'est le burn-out. C'est bien que c'est dans la tête, hein. Donc c'est Je malheureux. sais, j'en ai fait un, Tu donc vois? je sais très bien de quoi tu parles. Tu vois? Alors mais moi, tu vois, je l'ai pris comme une bénédiction. En fait, ce burn-out, pour moi, ça a été une bénédiction parce que je me suis dit, bah, déjà, j'ai quitté mon job du jour au lendemain. Je bossais en télé, je suis partie du jour au lendemain, j'ai quitté ce job-là et je me suis dit: «Qu'est-ce que je veux maintenant? Qu'est-ce qui me ressemble? Est-ce que je peux faire quelque chose qui a du sens pour moi et dans lequel je vais m'épanouir?» Et en fait, je regrette pas du tout, Bah, mais non, pas mais c'est du normal, tout. c'est beau et c'est ce qu'il faut se faire En dans télé. ce rythme. Ouais, à ce rythme, avec une pression de dingue, de l'urgence permanente, jamais un merci, tu vois? Ce genre de truc. Je me Ouais, suis dit: ouais, «Mais est-ce que ça correspond tout ça correspond que à mes c'est mes valeurs?» valeurs, exactement. Pas du tout, quoi. Et aujourd'hui, je suis très contente d'être alignée justement avec ces valeurs et tu vas me parler des tiennes parce que du coup, tu es pas bon, je rebondis vis-à-vis de ça parce que toi aussi, tu as quitté finalement un boulot, stable, bien payé et pour devenir, coach aujourd'hui. Tout à fait. Moi, j'étais, du coup, bah, après moi, je suis quelqu'un qui est un caméléon. J'ai fait plein de trucs et donc c'était en, 2018, j'ai fait une première reconversion et puis je commençais vraiment à être à fond dans le JB et puis, 2021, j'ai fait une autre reconversion et je me suis dit: «Allez, maintenant j'ai passé un CQP et je voulais être coach, en fait». Moi, j'ai toujours aimé transmettre et pareil, bah, c'est post-Covid, hein, je me suis dit: «Attends, je veux faire un truc qui est aligné avec moi, et auquel en fait je pourrais transmettre mes valeurs». Parce que je pense que, je suis quelqu'un qui a quand même des belles valeurs et je me suis dit: «OK, je me lance». Donc oui, j'ai perdu en qualité de vie, en salaire et cetera, mais aujourd'hui, je suis coach de JJB, de MMA de grappling et heu et je revis parce que je m'éclate. Ce que je fais, ça m'épanouit. Tous les jours, je suis content d'aller au travail.
tous les jours, j'apprends encore de moi. J'apprends aux autres aussi, je transmets ma passion donc en fait, chaque jour est différent et c'est merveilleux passion et et c'est ta vision. merveilleux. Eh ouais, c'est ça, donc il y a plein de choses, tu vois, qui s'alignent et puis petit à petit, tu te rends compte que: «Merde, pourquoi j'ai attendu?» Et le seul regret, il est là, il est dit: «Mais non, en fait, j'aurais dû faire ça bien avant, bien avant». Ouais, mais j'ai envie de te dire que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Tout vient Si à point. ça s'est pas fait avant, c'est que, bah, soit tu étais pas prêt, tu vois? Ouais, Je me dis que tout arrive, il y a pas de hasard, en fait. Les choses se exactement. font quand elles doivent se faire et du coup, il y a pas de regret parce que Non, si tu c'est repars en arrière, finalement, tu peux avoir des regrets en te disant: «J'aurais dû faire ça bien avant» et cetera. ça, Mais en mais fait, avant, on n'est pas prêt, tout simplement. ouais, ouais, c'est vrai. Tu coaches des femmes qui font du MMA? Ouais, quelques-unes. Tu peux Heu, nous en parler? ouais, donc il y a 2 filles qui sont au TFT, à Toulouse. J'en profite pour dire que c'est le deuxième plus grand club de France, derrière l'US Métro, donc c'est vraiment pas mal. Moi, on est, 3 profs de sol là-bas. Je suis un de ceux-là et heu et j'officie, sur un cours de MMA et un cours de grappling cette année. Donc il y a, Manon Courieux qui est, qui est amatrice et Chloé, je vais écorcher son nom à chaque fois, peut-être que tu peux m'aider parce que je crois que tu la connais. Montagne? Comment tu dis? Santagne? Santagne, c'est ça. J'arrive pas avec son nom de famille. Donc Chloé et Manon, moi je les appelle comme ça, que j'encadre sur la partie sol essentiellement parce que, il y a des gens, beaucoup plus professionnels que moi sur le MMA, pour les encadrer, vu que c'est des compétitrices. Voilà, moi je les aide à avancer, oui, sur la partie grappling. Comme j'ai quand même une notion de frappe, avec le striking, on fait pas le même grappling, quand on fait une compétition de grappling que quand on fait du Mmh. MMA. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte et du coup, bah, moi avec ma vision, j'essaye voilà, de leur apporter, des solutions techniques. On fait des débriefs, de leurs combats. Manon, elle combat aussi en grappling, donc c'est un peu plus facile de la corriger dans les 2 aspects et Chloé, elle, c'est essentiellement du MMA qu'elle fait donc c'est, des fois un peu plus complexe mais voilà, on prend le temps de faire avancer parce que, c'est pareil, on en revient, aux amateurs, mais ils ont tellement de compartiments, à connaître. Il y a la lutte, il y a le striking, il y a, le sol et à tout ça, à chaque fois, tu rajoutes un aspect parce qu'il y a le striking avec la lutte, il y a la lutte avec le sol, la lutte Mmh. avec le striking et en fait, les 3 aspects, ils se mélangent maintenant de plus en plus. Ça devient un sport à part entière. À chaque fois, voilà, il y a des petits réglages à faire, et cetera. Donc voilà, moi j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice, dans cette grande communauté. On est beaucoup de professeurs, je crois qu'on est 12 professeurs en tout dans ce club et Mmh. voilà. Moi j'essaye d'encadrer, oui, voilà, Manon et il y en a une autre qui arrive aussi qui s'appelle Myriam, heu, qui, Super, une fille de plus, chouette. qui est déjà une très bonne strikeuse et qui commence vraiment à venir, avec sérieux au sol et qui se rend compte aussi que le sol, c'est important. Mmh. Donc elle commence aussi, vraiment pas mal, je pense que dans l'année à venir, on va entendre parler d'elle aussi. Mmh. Donc voilà, moi j'essaye d'apporter mon expertise et de les faire progresser techniquement parce que, c'est pas facile et c'est encore moins facile parce que quand elles s'entraînent, bah, bien souvent, il y a que des garçons, hein. C'est Mmh. ça qui est très dur pour elle, c'est, ces histoires de poids déjà, de force parce que, bon, un garçon, est quand même, plus fort. Ouais. Ça n'empêche pas la fille qu'elle peut le déstabiliser, le faire tomber et cetera, mais Ouais, elle peut gagner un elle peut combat, elle peut gagner, gagner un hein, échange, sans problème. mais c'est vrai que alors il y a des points positifs comme des points, négatifs, hein, vraiment vis-à-vis de ça, je trouve. Je pense que, la problématique, elle est pour toutes les filles, en fait. Parce Oui, que, oui, bien sûr, dans tous les clubs, il y a, je pense que, pas peu de filles. ça n'existe pas un club qui est, c'est très rare. Bah, là, ils commencent un peu à avoir des sessions où, c'est, que féminine, Mmh. mais, c'est pas toutes des compétitrices. Donc, oui, quand tu t'entraînes, tu es avec des compétiteurs et souvent, Non, c'est ça, c'est qu'elles sont il y a 10 obligées de garçons monter pour à une fille. Paris Ouais, régulièrement c'est ça, à l'US l'US Métro. Métro ou des choses comme ça. Mais, je pense que ça, ça c'est pareil, je pense que c'est un bon truc pour prendre en compte sur la prépa mentale. Mais, il y a, c'est la même problématique pour tout le monde. Donc c'est, tant pis,
fais ce que tu as à faire. mmh, Si mets-toi d'accord avec ton partenaire, si tu veux essayer de mmh. l'allumer, allume-le. C'est sûr que s'il fait 15 kilos de plus que toi, bah, il va être un peu sur la retenue, donc forcément. Oui, c'est Enfin, ça, c'est cette moi, histoire de de ce que j'ai vu, retenue et tu combats pas de la même ton sparring est pas le même, quoi. c'est sûr que le mec en face, il va être un peu sur la retenue. Mmh, Il y en a quelques-uns qui s'en foutent. Moi, ça m'arrive de tourner en grappling avec les filles, je leur dis: «OK, pas de cadeau. mmh, Pas de mmh, cadeau et je vais te rentrer dedans». Mais parce que c'est de l'appréhension. mmh, Si c'était de la percussion, je serais forcément sur la retenue. Parce mmh, que, on sait, et c'est malheureux, hein, que ça soit comme ça, mais c'est scientifique, c'est prouvé. mmh, Naturellement, un homme, déjà, s'il est plus lourd, il a plus de force. Donc s'il te frappe, il va te frapper plus fort. mmh, Donc c'est mmh, sûr que s'il te frappe, avec vraiment l'intention, mmh, ça peut te faire mal très vite. mmh, Heu, Ça a pas d'intérêt, significatif sur de la préparation. Après, ouais, on peut trouver d'autres méthodes, hein. On te fait un Shark Tank, on te rentre dedans, toutes les minutes on change, et même si on met pas toute l'intensité, bah, mmh, la fille elle va sortir de là, elle va être épuisée, et elle aura vraiment envoyé, mais en face, il y aurait pas eu trop de percussions, mais c'est, heu, c'est compliqué, c'est très compliqué pour les filles, ouais, ouais. mais ça va changer. Moi, j'en suis persuadé. Ça serait bien. Ça serait bien qu'il y en ait de plus en plus et que du coup la question se pose même plus. Ouais, mais ça va venir. Moi, j'en suis persuadé parce que en plus, bah, déjà l'ampleur que prend le MMA, il y a de plus en plus, tu vois, il y a Delphine, Benouche qui, commence Super. à briller aussi, tu vois? Et je pense que, qu'on ait une vraie tête de proue, un peu, comme à l'époque aux États-Unis, une Ronda Rousey, a fait sortir, toutes les filles qui avaient envie de se battre, tu vois, Mmh. de chez elles. Je pense que ça va faire ça un petit peu aussi en Ouais, France, et petit à petit, je pense que la société dans laquelle on vit, qui est, à mon sens aussi, c'est un débat philosophique qu'on va qu'on va rentrer, mais qui est de plus en plus violente, mmh. va pousser les femmes de plus en Ah plus c'est ouais. tôt à avoir envie de pas se laisser faire. Ouais et puis le MMA, c'est génial parce que c'est hyper complet pour le coup, hein. C'est vraiment génial pour ça. Ouais, mais c'est vrai que moi je suis contente que Manon Fiorot, Delphine, soient Manon vraiment aussi, mises ouais. en avant parce que c'est, quel bonheur, quelles combattantes, magnifiques les 2 là, elles sont extra. D'ailleurs en parlant de MMA, Ouais. apparemment il y a un petit challenge qui arrive. Ouais, donc moi je suis un peu, hyperactif et j'aime pas rester à rien faire. Donc ouais, moi j'ai envie de me tester, j'ai 42 ans comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de me tester parce que, ben, j'aime moi la réalité du terrain. Je suis un compétiteur dans l'âme, j'aime, sortir de ma zone de confort, et du coup, ben, ça fait un petit moment qu'on me dit: «Ah, tu devrais essayer, faire un combat de MMA» et cetera, et à la base, je voulais faire un petit gala, comme ça lambda. Le problème, c'est qu'on m'a dit: «Il y a personne qui voudra, t'affronter en fait, avec le niveau que tu as de sol, ça va être très compliqué de te trouver un adversaire», donc bah, là, en fait, je me suis chauffé et je me suis dit: «Bon, bah, il y a une MMA League qui va se faire à Toulouse, sans aucune prétention, sans aucune envie d'aller plus loin. Je me suis dit bon bah je vais m'inscrire. Je vais m'inscrire et puis je vais me tester dans la cage et puis on va voir. On va voir si le peu de striking que j'ai encore en bagage, et puis l'aspect lutte et sol que j'ai va me permettre de prouver que je suis pas un imposteur, quoi. Moi j'ai quand même sans arrêt ce petit Le complexe de syndrome? l'imposteur. Ouais, 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 ouais. Ouais. Syndrome de l'imposteur. Tu sais, des fois, je suis là devant une grande salle et je me dis: «Attends, c'est moi qui dois donner le cours là, mais je suis qui moi pour donner le cours?» Et tu sais, tu te dis: «Arrête tes conneries, bien sûr, c'est toi le prof, allez, vas-y». Tu vois? J'aime bien, moi, j'ai l'image des 2 petits anges qui parlent dans la tête, et Donc c'est pour te prouver que tu es pas un imposteur que tu vas à la ouais, MMA. aussi, c'est pour me prouver que je suis pas un imposteur, pour prouver aussi à mes élèves que, voilà, ce que je dis, c'est pas forcément que des conneries, et puis encore une fois, pour me prouver à moi-même, pour, que je suis capable tout simplement. Heu, Pas de barrière, et peu importe l'âge, je sais que je aura des petits jeunes de 20 ans, mais c'est pas grave. Je vais essayer de leur botter le cul, et puis basta. Dans 5 ans, si tout se passe comme tu le souhaites, tu seras où? Tu feras quoi? Dans 5 ans, ça fait un peu loin 5 ans. Dans 5 ans, je serai toujours professeur, je l'espère. Et j'espère, moi j'ai une association là où j'habite, je suis, un peu en périphérie de Toulouse, je suis à Villefranche-de-Lauragais,
Je vais faire un peu de pub. J'ai une association qui s'appelle Tonique Mouvement, dans laquelle, je donne des cours le soir. C'est une association, loi 1901, donc j'ai des salles de la mairie, et je donne des cours de JB, MMA et grappling. Bah, j'espère que cette association aura prospéré dans 5 ans, qu'elle aura grandi, pourquoi pas avoir ma propre salle. J'espère pouvoir accompagner encore plein de combattants, que ça soit en grappling, en JJB, pourquoi pas en MMA, en professionnel. Et, heu et voilà, et puis, être toujours, aussi passionné de cet art qui est le sol, parce que pour moi, c'est un art à part entière. Et puis voilà, je me mets aucune limite. Tu vois, j'ai dans la tête, pourquoi pas, de rentrer, cette année, j'ai intégré, l'arbitrage à la CFJB, qui est la plus grosse, fédération française de jiu-jitsu brésilien. Je me dis: «Pourquoi pas intégrer, l'arbitrage, à la FNMAF?» Tu vois? Pourquoi pas, aller plus loin? Je sais pas encore. Je 5 ans, c'est loin. Je me donne des objectifs, voilà, à moyen terme, et puis à long terme, on laisse le champ des possibles. Est-ce que tu aurais un message à transmettre, aux jeunes combattants, aujourd'hui? Seul message, ça serait, non, ça serait présomptueux, plein de messages. Si vous aimez ce que vous faites, si vous êtes passionné, ne lâchez pas l'affaire. Croyez en vous, travaillez, parce qu'il y a que ça de vrai. Il y a que le travail qui compte, et allez au bout de vos rêves, hein. Qui a le enfin, personne n'a le droit de vous dire que votre rêve, il est trop grand. Il faut rêver, et rêver en grand, justement. C'est important. Merci beaucoup Anthony. Avec grand plaisir, Mathilde. Merci. À bientôt. À bientôt.